Si vous pensez que la nature sauvage est la seule chose que les montagnes ont à offrir, attendez de découvrir ces trouvailles. Apparemment hors de propos. Des merveilles naturelles étranges aux lieux hantés. Voici les 20 choses les plus étranges trouvées dans les montagnes. Numéro 20. Une source qui s'arrête toutes les 15 minutes. Saviez-vous que même la nature a son propre métronome? Ce fleuve est un exemple de la complexité de la nature. Situé au pied d'une montagne escarpée près de la ville d'Afton, dans le Wyoming, se trouve la plus grande source rythmique connue sous le nom de source intermittente ou source qui respire. Comme son nom l'indique, cette source unique est la plus grande masse d'eau qui coule et s'arrête toutes les 15 minutes. Si cela vous semble étonnant, attendez de découvrir la science qui se cache derrière. En réalité, c'est assez simple, mais cela n'en est pas moins étonnant. Le secret derrière cette source rythmique est l'effet siphon. Voici une petite expérience amusante. Procurez-vous un petit tube ou même une paille flexible pour boire. Prenez maintenant 2 récipients. Peu importe, tant que l'un est plus haut que l'autre. Remplissez d'eau jusqu'au bord, le récipient le plus haut. Couvrez une extrémité du tube ou de la paille avec votre doigt. Plongez l'autre extrémité dans le récipient haut, rempli d'eau. Inclinez maintenant l'orifice couvert vers le récipient vide plus court et relâchez le dos. Observez comment l'eau monte par la paille et descend jusqu'au récipient le plus court. Étonnant, n'est-ce pas? Le même principe fonctionne dans cette masse d'eau. L'eau souterraine s'écoule vers la caverne, remplissant un tube étroit. Lorsque l'eau atteint une certaine hauteur, dans ce tube, un effet de siphon se produit qui aspire l'eau de la chambre et permet à la source de couler. À la fin, le niveau de l'eau descend, de l'air entre dans le tube et l'eau cesse de couler pour reprendre une fois qu'elle s'est reconstituée. Si vous souhaitez observer cette merveille naturelle, le comportement de la source intermittente est particulièrement remarquable à partir de la fin de l'été. Jusqu'à l'automne, lorsque les niveaux des eaux souterraines sont plus bas. Elle fonctionne généralement pendant environ 18 minutes et s'arrêter pendant 15 minutes. Si ce n'était pas pour Archibald Gardner, qui a observé ce phénomène génial en 1889, nous n'aurions aucune idée de l'existence de cette source intermittente. Numéro 19. Été viking au sommet d'une montagne norvégienne. En 2017, des chasseurs de rennes en Norvège ont été déconcertés lorsqu'ils ont découvert une pièce d'histoire incroyablement bien conservée lors d'une excursion. Une épée viking qui remonte possiblement à 1200 ans. Les experts pensent que l'épée, trouvée par un chasseur de rennes nommé Dinar en Bag, date d'entre les années 850 et 950. Après Crescito, lorsque les Vikings parcouraient les mers et que leurs histoires devenaient matière de légende. Malgré son ancienneté, l'épée était très bien conservée et seule la lame montrait des signes de rouille. Et les matériaux organiques, comme les lanières de cuir ou les ornements en os et en bois, étaient depuis longtemps retournés à la terre. Il était également assez surprenant de voir comment l'épée était coincée entre 2 rochers. Bien que rouillée, elle conservait encore sa forme et était relativement bien conservée par rapport à d'autres armes de son âge. Si ce n'était pas pour la basse pression et le froid extrême de la montagne, il est probable que l'épée se serait dégradée plus tôt. Après avoir pris connaissance de la découverte, les chercheurs ont remercié. Accompagnés par une arme et un détecteur de métaux ainsi qu'un archéologue local, ils sont retournés sur le site. Ils ont parcouru la montagne dans l'espoir de trouver plus d'artefacts historiques. Mais, malheureusement, ils n'ont rien trouvé d'autre d'importance à la surface de la montagne. Si vous pensez que la nature sauvage est la seule chose que les montagnes ont à offrir, attendez de découvrir ces trouvailles. Apparemment hors de propos. Numéro 18. Le cerveau de l'âge du bronze. Maintenant, voici une autre découverte étonnante de 2017. Cette fois, dans le tumulus de Saïdomor, en Turquie. En explorant la zone, les archéologues du pays sont tombés sur une découverte impressionnante. Du tissu cérébral bien conservé. Ce qui est impressionnant, c'est comment il a été conservé. Il y a des milliers d'années, un tremblement de terre a secoué la zone où le cerveau a été trouvé, piégeant les habitants sous les décombres. Puis un incendie a ravagé la région, consumant tout sur son passage, y compris tout l'oxygène.
Cela a permis de conserver le cerveau, avec le seul inconvénient qu'il a été bouilli jusqu'à ce qu'il soit sec. Cependant, ce manque d'humidité a empêché sa décomposition, ce qui est remarquable. Le lieu où l'incendie s'est produit a également influencé la conservation du tissu cérébral. Le sol de la région était comme l'ingrédient secret d'une recette contenant de hauts niveaux de potassium, de magnésium et d'aluminium. Cette combinaison a conduit à la formation de batipacire, ou cire de cadavre, une substance très efficace pour préserver la matière humaine. La conservation de ce cerveau est si exceptionnelle qu'elle a attiré l'attention de scientifiques du monde entier. Normalement, le tissu cérébral est difficile à conserver, car il est riche en enzymes et en cellules qui se détériorent rapidement après la mort. Cette découverte a été si inattendue qu'elle a encouragé les archéologues à commencer à regarder d'un peu plus près, dans l'espoir de découvrir d'autres trésors anciens, autour du tumulus. Actuellement, ce tissu est en cours d'examen pour mieux comprendre les conditions de santé des personnes qui ont vécu dans la région. Il y a 4000 ans. Si ces découvertes étonnantes te plaisent, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Numéro 17. L'ermite sculpteur de pierre. Alberto Gutiérrez est plus connu sous son surnom, l'ermite du Nicaragua, ou simplement l'homme de pierre. Cet homme est incroyable. Il a décidé de vivre dans les montagnes sereines du Nicaragua et de passer ses journées à sculpter dans les montagnes, ou devrais-je dire à sculpter la montagne elle-même. Alberto, né le 17 octobre 1944 dans un village proche de la ville de Delhi, a toujours été attiré par la forêt qui entourait sa maison. À 33 ans, au milieu de l'agitation de la guerre au Nicaragua, il a décidé de suivre un rêve d'enfance. Une vision vive qu'il a eue à 9 ans de sculpter une montagne. Ce rêve l'a conduit à la montagne d'El Jalacat, surplombant la réserve tisulaire d'Estonzuela, où il a reconnu un rocher de 90 mètres de son rêve. Il a donc laissé derrière lui sa vie précédente et a construit une petite cabane en bois sur la montagne. Là, il a vécu sans eau courante ni électricité. Il a appris à s'adapter et à survivre dans la nature. En utilisant des outils simples, comme des morceaux de barre d'armature et une lame en métal, il a commencé à sculpter et a réussi à lui donner forme jusqu'à en faire une sculpture diversifiée, avec plusieurs éléments, comme des éléphants et des guépards. En raison de son mode de vie d'ermite, Alberto est devenu une sorte de légende locale et une attraction touristique. Des personnes du monde entier lui ont rendu visite. En fait, au cours de la dernière décennie, environ 30 000 personnes lui ont rendu visite. Sa renommée a grandi grâce à Internet, ce qui est assez ironique, étant donné qu'Alberto ne s'est jamais soucié de se familiariser avec la technologie. Si vous pensez que la nature sauvage est la seule chose que les montagnes ont à offrir, attendez de découvrir ces trouvailles. Apparemment hors de propos. Numéro 16. Tombe vieille de 5400 ans. En 2023, des archéologues du sud de l'Espagne sont tombés sur une tombe que l'on croit avoir plus de 5400 ans. Cette tombe a été découverte près d'une montagne solitaire proéminente de la région. Mais la conservation du site n'est qu'une des raisons de sa mauvaise réputation. Ce site est connu sous le nom de Hierro Blanca ou Piedra Blanca. Ce qui est intéressant, c'est que cela coïncide parfaitement avec le lever du soleil du solstice d'été, également connu sous le nom de lumière solaire domestiquée. Chaque année, le 21 juin, les rayons du soleil levant créent une danse hypnotisante d'ombre et de lumière sur une stèle de pierre à l'intérieur de la tombe, similaire à l'effet observé à Newgrange, en Irlande. Ce site démontre à quel point les néolithiques étaient extraordinaires et incroyables, et comment ils comprenaient l'astronomie mieux que nous ne le pensions au départ. Numéro 15. Ancien sanctuaire romain. En 2020, en un jour. Apparemment, banal, un randonneur est soudainement tombé sur quelque chose de surprenant. Dans les Alpes suisses, une ancienne pièce de monnaie romaine. Cela a marqué le début de la curiosité et de l'intérêt des archéologues pour les Alpes suisses. Et ainsi ont commencé les fouilles entre les montagnes d'Amerton et de Wittstruwal, à environ 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Leurs efforts ont été largement récompensés. Ils ont trouvé 100 pièces de monnaie, 27 cristaux de roche, 59 clous de chaussures romaines, une broche, et même un fragment d'une plaque votive en forme de feuille.
Les objets trouvés suggèrent qu'il s'agissait d'un lieu sacré, peut-être une sorte d'ancien lieu de pèlerinage, où les gens déposaient ces objets comme offrande votive. Une sorte de pièce ouais. Sauf que, au lieu de jeter un sou pour la bonne chance, on laissait une pièce romaine, où si l'on se sentait particulièrement généreux, un beau et brillant cristal de roche. Les pièces fournissent une chronologie allant du 1er au VE siècle de notre ère et couvrent l'essor et la chute de l'Empire romain. Les experts ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé. Il semble que les gens soient passés par là pendant des siècles. L'endroit, au sommet des montagnes, a probablement été choisi pour sa beauté naturelle. Et peut-être pour l'abondance de cristaux de roche. Près de Thun, il y a plusieurs temples romains, ce qui démontre l'importance religieuse de la région dans l'Antiquité. Numéro 14. Sandales de l'âge du fer. Dans les montagnes reculées et escarpées de Norvège, l'œil attentif d'un randonneur a conduit à une découverte inattendue. Une sandale vieille de 1700 ans, que l'on croit être de l'âge du fer. Trouvée en 2019, cette chaussure ancienne a été déterrée dans un col de montagne à haute altitude, ce qui suggère que la zone était une route de voyage il y a des siècles. Bien qu'elle puisse évoquer l'image d'un touriste romain voyageant dans le temps mal préparé pour le climat nordique, les experts pensent que les porteurs originaux de ces sandales étaient des experts en navigation dans ces terrains difficiles. Il ajoutait probablement une isolation supplémentaire avec des morceaux de tissu ou de la peau d'animal. Cette découverte fait partie d'un puzzle plus vaste, révélant un réseau d'anciens sentiers de montagne qui reliaient l'intérieur de la Norvège à la côte. La découverte de fumier de cheval de l'époque viking, ainsi que d'autres objets, indique une activité importante dans cette zone à cette époque. À mesure que la glace continue de fondre, on prévoit que d'autres artefacts apparaîtront, révélant des secrets sur l'ancienne Norvège. Numéro 13. Le fort maudit de Bangar. Niché au cœur du Rajasthan, en Inde, le fort de Bangar est la relique d'une ville autrefois prospère, maintenant enveloppée de mystères et d'histoires effrayantes. Construit au XVIIe siècle par Raja Mato Singh, le frère cadet du général Mughal Man Singh d'Amber, ce fort a acquis la réputation d'être l'un des lieux les plus hantés de l'Inde. La légende de Bangar commence par une malédiction. On dit qu'un sage a maudit toute la ville, jusqu'à sa destruction finale. Ce qui a entraîné une défaite désastreuse pour le dirigeant de Bangar. Avec son armée anéantie et les habitants brutalement massacrés, le destin de la princesse, figure centrale de ces récits, reste enveloppé de mystères, et on dit qu'elle est condamnée à errer sur les terrains du fort. Le service archéologique de l'Inde, ALSI, a placé des panneaux d'avertissement autour du fort, conseillant aux visiteurs de quitter les lieux avant le coucher du soleil. La zone est connue pour ses incidents inexplicables, comme des personnes qui se perdent ou subissent des accidents, ce qui a conduit à restreindre l'entrée des touristes étrangers sans un permis spécial. Un aspect intrigant de Bangar est ses maisons sans toit. La légende locale attribue ce fait à la malédiction du sage, car toute tentative de construire un toit conduirait prétendument à son effondrement. Malgré sa réputation sinistre, le fort abrite plusieurs temples anciens dédiés à des divinités hindoues, ce qui ajoute une dimension spirituelle au lieu. Numéro 12. Le plus ancien établissement humain à haute altitude. Dans les hautes et froides cimes des Andes péruviennes, les archéologues ont découvert quelque chose d'extraordinaire, la preuve la plus ancienne connue d'un établissement humain à haute altitude. Cet ancien établissement, situé à près de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, a été occupé il y a environ 12 000 ans. Imaginez les humains de l'âge de glace, respirant l'oxygène à travers les pores et les températures glaciales, campant dans un abri rocheux, orné de plafonds noircis par la suie et de murs décorés d'art rupestre. Ils ont laissé des pointes de lance, des grattoirs, des outils de pierre à 5 faces, avec des écailles des deux côtés et même des os de grands mammifères. La découverte remet en question notre compréhension de l'adaptation des premiers humains à des environnements extrêmes, démontrant que les humains ont vécu et prospéré à de grandes altitudes, bien plus tôt qu'on ne le pensait. Numéro 11. Eau souterraine. Fossile âgé de 6 millions d'années. Une équipe multi-institutionnelle de géoscientifiques a fait une découverte sans précédent dans les profondeurs des montagnes d'Iblia, en Sicile, et a découvert une ancienne réserve souterraine d'eau douce. Ce n'est pas une eau souterraine, n'importe laquelle.
On estime qu'elle a environ 6 millions d'années. L'aquifère, que l'on pense être le résultat de la crise de salinité messinienne, se trouve à des milliers de mètres sous la surface et contient environ 18 km3 d'eau. L'histoire de l'origine de cette eau millénaire est fascinante. Pendant la crise de salinité messinienne, il y a entre 5,3 et 7,2 millions d'années, la Méditerranée s'est presque entièrement asséchée en raison d'un blocage dans le détroit de Gibraltar. Cet événement a mis à nu le fond marin et a permis à l'eau de pluie de s'infiltrer dans la croûte terrestre. L'eau de pluie a été absorbée par la roche carbonatée située sous les montagnes, agissant comme une éponge. Lorsque le niveau de la mer est revenu à la normale, l'eau douce piégée a été comprimée et préservée par la pression de l'eau marine sous-jacente. Ce qui rend cette découverte encore plus intrigante, c'est son impact potentiel. Les chercheurs étudient la possibilité d'exploiter cette ancienne source d'eau pour atténuer les problèmes de pénurie d'eau en Sicile. Cette découverte pourrait également inspirer des explorations similaires dans d'autres parties de la Méditerranée. Et au-delà, ouvrant de nouvelles possibilités pour faire face à la pénurie d'eau douce dans diverses régions. Il est surprenant de penser que l'eau qui s'est infiltrée dans la croûte terrestre il y a des millions d'années pourrait un jour étancher la soif des civilisations modernes. Si cette vidéo vous rend plus connaisseur, mettez un like ou un pouce en l'air. Continuons. Numéro 9. L'arbre le plus ancien d'Europe. Au cœur de l'Europe, plus précisément en Italie, réside une merveille naturelle extraordinaire connue sous le nom de Talo, un arbre qui non seulement a vu passer les siècles, mais qui détient également le titre de l'arbre vivant le plus ancien connu d'Europe. Ce vieux pin bosniaque est situé dans les paysages escarpés et pittoresques des hautes terres d'Italie. Il a été daté à plus de 1230 ans. C'est exact. Cet arbre poussait déjà lorsque Charlemagne était occupé à unir une grande partie de l'Europe occidentale sous son règne. Faut mettre cela en perspective, quand Italus n'était qu'un jeune plan, l'Empire byzantin était à son apogée, et les Vikings laissaient leur empreinte à travers toute l'Europe et au-delà. L'âge de Italus a été confirmé grâce à la science méticuleuse de la dendrochronologie, qui consiste à compter et analyser les anneaux des arbres. L'arbre réside dans un environnement éloigné et rude, faisant face aux éléments à la limite supérieure de la ligne des arbres. Son emplacement et sa longévité en font un spécimen extraordinaire pour l'étude scientifique, ainsi qu'un symbole de résistance. Au fil du temps, le talo se dresse aux côtés d'autres arbres centenaires, formant un bosquet d'anciens dans le monde botanique. Il est fascinant de penser à ce que cet arbre a pu observer au cours des siècles, depuis la chute des empires jusqu'à l'émergence des nations. En passant par les guerres, les révolutions de la Renaissance et les avancées technologiques rapides des XXe et XXIe siècles, Italus a été un témoin silencieux de l'histoire. La découverte et l'étude d'Italus fournissent des informations précieuses sur les changements environnementaux au fil des siècles. À mesure que les chercheurs continuent d'étudier cet arbre et d'autres arbres anciens, ils espèrent obtenir plus d'informations sur les modèles climatiques du passé, nous aidant à comprendre comment notre environnement a évolué et ce que l'avenir pourrait nous réserver. Numéro 8. Grotte de Goyaü. Cachée dans le district de Yanqing, à Pékin, en Chine, se trouve un lieu historique fascinant connu sous le nom de grotte de Goyaü, découverte en 1984 lors d'une étude sur les reliques culturelles. Ces cavernes forment un réseau complexe de plus de 350 chambres creusées dans les pentes rocheuses de la montagne Tianhuang. Le site s'étend sur les pentes nord, sud et est. Avec environ 117 grottes, c'est tout un spectacle qui rappelle une structure en nid d'abeille gravée dans le flanc de la montagne. Ce qui est intriguant dans ces grottes, c'est la précision et le soin de leur conception. Chaque caverne comporte généralement 3 pièces, qui incluent un petit espace habitable et un entrepôt. Certaines ont même 2 étages, reliés par des escaliers et des ponts en pierre finement sculptés. Les salles varient en forme et en taille, et la plus grande mesure 20 mètres. La hauteur moyenne des pièces varie entre 1,6 et environ 7 mètres, ce qui amène certains à spéculer que la communauté qui vivait ici pouvait être de petite taille. Les grottes de Goyaü ont leur propre système de drainage et de stockage de l'eau, ce qui indique un haut niveau de sophistication en ingénierie. Les chambres servent à divers usages, allant des actes communautaires et des dépendances royales, aux rituels religieux et au stockage.
Le site comprend également du mobilier taillé dans la roche, comme des lits, des chandeliers, des compartiments de stockage et des tablettes en pierre. Certains croient que la chambre la plus grande et la plus complexe, connue sous le nom de Kwantanxi ou Temple doré, était utilisée pour des réunions communautaires ou des cérémonies religieuses. Le peuple qui a construit ces grottes est un mystère complet, car il n'existe pas de registres historiques clairs de ses habitants. Certains suggèrent qu'elles ont été construites par les Kumoshi, un peuple des steppes mongols, il y a plus de 1000 ans. D'autres théorisent que les grottes pourraient avoir été un grenier construit pendant la dynastie Tang ou une garnison militaire de la dynastie Han. L'absence de matériaux organiques permettant une datation fiable et le manque de fresques ou de sculptures dans le système de grottes contribuent à l'énigme. En 1991, les grottes de Goyahue ont été officiellement ouvertes aux visiteurs et en 2013, elles ont été classées comme l'un des principaux sites historiques et culturels protégés au niveau national en Chine. Numéro 7. Village du peuple des nuages. Les Chachapoyas, également connus sous le nom de guerriers des nuages ou peuple des nuages, étaient une ancienne culture qui habitait les Andes amazoniennes dans l'actuel Pérou. Leur civilisation a prospéré dans une région connue sous le nom d'Andes amazoniennes, une partie de la cordillère des Andes, couverte de denses forêts tropicales. Cet environnement géographique unique, qui combine hautes montagnes et juntes tropicales luxuriantes, leur révèle leur surnom expressif. Les Chachapoyas, qui vivent entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, sont connus pour leurs impressionnantes réalisations architecturales, comme la monumentale forteresse de Kulap. Souvent comparée à Machu Picchu, Kulap possède d'énormes murs extérieurs en pierre et plus de 400 bâtiments d'intérieur. Les origines des Chachapoyas et leur destin final contribuent à un mysticisme. Les trolls archéologiques montrent des établissements à la fois Inca et Chachapoya dans la région, ce qui indique un certain niveau d'acceptation de la domination Inca. Cependant, les sources historiques suggèrent une attitude plus rebelle envers leurs conquérants. La conquête des Chachapoyas par l'Empire Inca a eu lieu vers la seconde moitié du siècle XV, sous le règne de Tupac Yupanqui. Selon les conquistadors espagnols, leur apparence physique était très différente de celle des autres groupes indigènes de la région. Ils avaient la peau claire et leurs fans se distinguaient par leur beauté. Malgré l'arrivée des conquistadors en 1535 et leur alliance avec les Chachapoyas pour réclamer des terres aux Incas, l'introduction de maladies européennes comme la variole a fini par décimer le peuple. Chachapoya. Les découvertes archéologiques modernes continuent d'éclairer cette culture énigmatique. En 2006, une sépulture souterraine contenant des momies Chachapoya a été découverte, offrant une image de leurs caractéristiques physiques et de leurs pratiques culturelles. Cependant, beaucoup de choses sur les Chachapoya restent un mystère, y compris leur nom d'origine. Puisque Chachapoya dérive de la langue quechua des Incas. Numéro 6. Sculpture vieille de 7000 ans. Enclavée dans le district de Meiji de la ville de Tangshui, dans la province chinoise du Gansu, les Shōgrato de Meiji sont un magnifique ensemble d'art et de spiritualité. Ce réseau complexe de grottes bouddhistes est creusé à la base de la falaise de la montagne Meiji. L'histoire des Shōgrato de Meiji commence entre les années 384 et 417. 217 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, pendant la dernière dynastie, Qin. Au fil des siècles, le site s'est étendu pour inclure 221 grottes, avec une collection étonnante de plus de 632 sculptures en argile et plus de 1300 peintures murales. Ces figures, allant de monumentales à minuscules, montrent l'évolution de l'art chinois de la sculpture en argile au cours d'un millénaire. L'une des caractéristiques les plus emblématiques du site est son emplacement sur la falaise escarpée de la montagne Meiji, à environ 70 mètres du sol. La plus grande et célèbre grotte, la grotte 4, également connue sous le nom de pavillon des 7 Bouddhas, abrite une splendide salle imprégnée de traditions bouddhistes. Elle est surnommée avec humour la tour des fleurs éparpillées, basée sur un conte bouddhiste sur le Vadasattva, qui met ses disciples à l'épreuve en éparpillant des fleurs depuis la grotte. Les grottes sont divisées en deux zones principales, les falaises occidentales et orientales. Elles abritent un ensemble de statues bouddhistes, de fresques et de structures architecturales qui sont un régal pour les yeux. Les sculptures en argile des grottes de Meiji-shan sont connues pour leurs détails complexes et leurs représentations sécularisées, qui les rapprochent de la vie quotidienne de l'époque.
Contrairement aux grottes de Mogao, célèbres pour leurs fresques, celles de Meji-Shan sont renommées pour leurs sculptures en argile exquise. Visiter les grottes de Meji-Shan est une aventure en soi. Les grottes sont reliées par des passerelles en planches qui pendent de la paroi de la falaise, offrant une expérience palpitante aux visiteurs. Bien que la montée puisse être difficile pour certains, les vues impressionnantes et la splendeur artistique des grottes en font une expérience inoubliable. Ainsi, pour toute personne intéressée par l'exploration de l'histoire riche et du patrimoine artistique de la Chine, une visite aux grottes de Meji-Shan est incontournable. Numéro 5. Les pyramides énergétiques de Bosnie. Dans le paysage pittoresque de la Bosnie, près de la ville de Visoko, se trouve une série de collines qui ont suscité un mélange de curiosité, de controverse et de fierté culturelle. Il s'agit des soi-disant pyramides bosniennes que Samir Osmanagic, un homme d'affaires bosno-américain, a fait connaître en 2005. Il a proposé que ces collines, y compris la plus grande, Visosika, ne sont pas de simples formations naturelles, mais d'anciennes structures pyramidales créées par une civilisation avancée. Les affirmations des Osmanagic étaient basées sur des observations telles que la forme pyramidale des collines, leur orientation vers les points cardinaux et l'existence de tunnels souterrains, connus sous le nom de tunnels Ravn. Il a suggéré que ces collines pourraient avoir plus de 30 000 ans et avoir été construites par une civilisation antérieure à l'histoire connue, possiblement les Illyriens. Il a même affirmé avoir découvert des ondes stationnaires sur le site, qu'il croyait pouvoir faciliter la communication intergalactique. Les pyramides bosniaques ont rapidement gagné en popularité, surtout parmi la population bosniaque locale, qui les a adoptées comme symbole de fierté nationale et de connexion avec un glorieux passé ancien. Visoko est devenue une destination touristique, et les autorités locales ainsi que les écoles ont approuvé les visites sur le site. Cependant, les affirmations d'Osmanagic ont suscité un grand scepticisme et des critiques de la part de la communauté scientifique. Des experts en archéologie et en géologie, y compris l'Association européenne des archéologues, ont qualifié les affirmations de pseudo-scientifiques. Ils soutiennent que les collines sont des formations naturelles connues sous le nom de Flatiron, courantes dans de nombreuses parties du monde. Les analyses géologiques montrent que ces collines sont composées de couches de conglomérats, d'argile et de grès, typiques de la formation géologique naturelle de la région. Des scientifiques qualifiés ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les fouilles d'Osmanagic pourraient causer des dommages irréversibles à de véritables sites archéologiques et historiques. La méthodologie employée dans sa recherche a également été critiquée et certains experts ont nié leur participation au projet. De plus, les affirmations concernant des blocs de béton et d'anciennes techniques de construction n'ont pas été corroborées par des preuves scientifiques crédibles. Numéro 4. La plantation de myrte. La plantation Myrto. Située à San Francisville, en Louisiane, elle est imprégnée d'une histoire aussi riche qu'inquiétante. Construite en 1796 par le général David Bradford, cette plantation fut initialement appelée Laurier Grove. Bradford, qui fuyait la justice pour son rôle dans la rébellion du whisky, chercha refuge dans la colonie espagnole. Plus tard, la propriété passa entre les mains de sa fille et de son mari, Clark Woodruff. Ce qui marqua le début d'une série de tragédies et d'histoires de fantômes qui rendraient tristement célèbres les myrtos. L'une des légendes les plus connues associées aux myrtos est celle de Chloé, une esclave. Selon l'histoire, Woodruff, décrit comme un homme honorable, avec un défaut fatal pour le plaisir, s'intéressa à Chloé. Craignant d'être puni par l'épouse de Woodruff, Chloé commença à espionner les conversations familiales. Il ordonna qu'on lui coupe l'oreille en guise de punition et l'obligea à porter un turban. À partir de ce moment-là, dans un acte de vengeance, Chloé aurait empoisonné la nourriture de la famille, ce qui provoqua la mort de l'épouse et des 2 enfants de Woodruff. Les autres esclaves, craignant les répercussions, pendirent Chloé et se débarrassèrent de son corps dans une rivière. On dit que l'esprit de Chloé hante toujours la plantation. En 1834, la plantation passa entre les mains du vaurien Grace Sterling, qui la remodela, presque doublant sa taille. À partir de ce moment-là, la propriété fut rebaptisée les Myrtes. La tragédie continua de frapper, car beaucoup des enfants de Sterling moururent jeunes.
et en 1874, William Winter, le gendre de Sterling, fut mortellement abattu sur la propriété. On dit que son fantôme revit ses derniers moments dans la maison, titubant jusqu'à la 17e marche, où il est mort. Depuis lors, Leeneert a changé de propriétaire plusieurs fois, et à chaque fois, sa légende s'est agrandie. Dans les années 1970, lorsque la famille du maire a acheté la propriété et l'a ouverte comme bed and breakfast, des rapports d'activité paranormale ont commencé à apparaître. Les invités disaient entendre des bruits étranges et voir des apparitions, dont celle d'une jeune femme troublante qui serait Chloé. En 1992, une photographie prise à la plantation aurait capturé le fantôme de Chloé. Cependant, les archives historiques remettent en question l'exactitude de ces légendes. Par exemple, il n'y a aucune trace d'un esclave nommé Chloé. Au Myrtle, les décès des Woodruff ont été attribués à la fièvre jaune, non à un empoisonnement. Cependant, la réputation de la plantation comme lieu de chasse et d'observation de fantômes persiste. Numéro 3. Colline de Pendle. Les procès de sorcellerie de Pendle, de 1612, l'un des événements les plus célèbres de l'histoire anglaise, se sont déroulés autour de Pendle, dans le Lancashire. 12 personnes, principalement issues de 2 familles, ont été accusées d'avoir assassiné 10 individus par sorcellerie. Les procès se distinguent par leur documentation abondante et le nombre élevé d'exécutions. 10 des accusés ont été pendus. Un aspect frappant de ces procès fut l'utilisation du témoignage d'une fillette de 9 ans, Janet, contre sa propre famille. Le contexte de ces événements. C'était une société plongée dans l'agitation religieuse et politique, où la sorcellerie était un phénomène à la fois craint et incompris. Ces procès reflètent une période de l'histoire où la superstition et la loi se sont entremêlées, provoquant des conséquences tragiques qui sont encore rappelées de nos jours. Numéro 2. Caché entre les vallées. Dans la région d'Anshan, dans la province chinoise du sud-ouest de Guizhou, dans une vallée cachée, un spectacle curieux a été découvert, intriguant les habitants et les touristes. Cette découverte, qui se voit mieux à travers un drone, est une merveille inattendue. Dans les montagnes, des centaines de mystérieux cercueils en bois. Alors, pourquoi exactement y a-t-il des cercueils et des restes ici? Eh bien, les experts croient que cette pratique, suivie depuis l'Antiquité, est censée aider les âmes des défunts à monter au ciel. Dans une seule grotte, on peut trouver plus de 500 cercueils, certains dans divers états de décomposition. Cette tradition pourrait avoir son origine dans le désir des habitants de retourner dans leur terre natale, car ils se sont déplacés vers la région montagneuse, fuyant la guerre il y a des siècles. Au lieu d'enterrer leurs morts, ils plaçaient les cercueils dans des grottes, représentant un lieu de repos temporaire. Une autre croyance est que la pratique a commencé pour protéger les cercueils des inondations, avec l'avantage supplémentaire d'être plus près du ciel. Numéro 4. Les langues perdues est la bibliothèque la plus ancienne du monde. Le monastère de Sainte-Catherine, dans le Sinaï égyptien, abrite l'une des bibliothèques les plus anciennes du monde en usage ininterrompu. Cette bibliothèque est un trésor de milliers de manuscrits et de livres, dont certains contiennent des joyaux cachés sous forme de textes anciens. Grâce à l'utilisation de technologies avancées, les chercheurs ont découvert des textes que les moines du monastère avaient effacés et réécrits. Parmi les textes redécouverts, il y a des écrits dans des langues perdues depuis longtemps, comme l'albanais caucasien et l'araméen palestinien chrétien. Ces manuscrits offrent une vision unique du passé et contribuent de manière significative à notre compréhension de ces langues anciennes. Le projet des palimpsestes du Sinaï a été fondamental pour mettre en lumière ces écrits secrets. En mettant à disposition en ligne les images de ces palimpsestes pour une étude ultérieure. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.